Bonjour à tous. Donc là, on va avoir 45 minutes ensemble. Je vais essayer de tenir le timing, bien entendu. On va avoir plusieurs moments un peu clés dans cette présentation. L'idée, c'est de vous présenter d'une façon assez synthétique de comment lancer un projet de rénovation en copropriété. Donc moi, je suis en fait Noémie, je suis du bureau d'études Black Sheep Energy, on est basé à Bourg-Saint-Maurice. Et j'anime en fait un service public qui s'appelle Coach Rénov, là, c'est le petit carré vert que vous voyez. C'est un service public qui est porté par l'APTV, l'Assemblée Pays Tarentaise Vanoise, donc le syndicat mixte à l'échelle de la Tarentaise Vanoise, et qui est financé par des fonds européens. C'est-à-dire que vous verrez le type d'accompagnement que l'on fait avec les copros, il est complètement gratuit pour les copros, donc ce sont des fonds européens qui le payent. Et aujourd'hui, je fais une prestation d'animation, de sensibilisation autour de la énergétique. Et pareil, ce sont des fonds européens leaders qui les payent grâce au portage, en tout cas, de l'APTV, l'Assemblée Pays Tarentaise Vanoise. Alors, en ce qui nous concerne, Marie, tu voulais rajouter encore quelque chose ou pas? Je vais juste me présenter parce que je me charge un peu de la logistique, mais je ne me suis pas présentée. Donc moi, je suis Marie Jameau, je suis chargée de projet de l'immobilier de loisirs à Team Développement, donc au sein de l'espace propriétaire. Et ma mission principale, c'est d'accompagner les copropriétés de Team dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, c'est moi votre interlocutrice à Team pour tous ces sujets-là. Et c'est un accompagnement qui est offert par Tignes. Donc, pour vous, il est gratuit. Et je suis là pour vous renseigner et faire en sorte de vous aider au maximum. Et donc, vous allez voir que le rôle de Marie est très important, parce que comme elle le disait, c'est la porte d'entrée, mais elle agit aussi énormément avec vous tout au long de l'accompagnement. Donc, pour lancer en fait un projet de rénovation à l'échelle de sa copro, il faut déjà dresser un état des lieux, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle de ma copro. Donc, on va rentrer un peu dans ce détail-là. C'est les différentes étapes que l'on va approcher. Ensuite, on va faire un diagnostic, il va falloir se l'approprier, ce diagnostic. Et on va voir comment se l'approprier, avec quel travail on arrive à s'approprier un diagnostic de copropriété. Ensuite, on va travailler sur, je vais essayer de vous présenter en tout cas, de vous donner des outils pour identifier les leviers de prise de décision. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire basculer la copro dans une prise de décision. OK, on avance dans les travaux de rénovation énergétique. Et enfin, on verra qu'en effet, il va falloir travailler avec les copropriétaires. Vous ne pouvez pas faire, le conseil syndical ne peut pas faire ça tout simplement de son côté. Alors, déjà, au niveau de dresser un état des lieux. Dresser un état des lieux, c'est comme je disais tout à l'heure là en intro, c'est vraiment arriver à comprendre à l'échelle de la copro quels sont les travaux prioritaires à faire. Mais ce sont des travaux prioritaires d'un point de vue énergétique. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille, donc c'est d'un point de vue énergétique. Mais peut-être qu'il faut aussi comprendre ce qu'il y a à faire au niveau structurel à l'échelle de votre bâtiment et au niveau sécurité. Voilà, l'idée, c'est de prendre tout ça en même temps. Comment faire cet état des lieux? On a déjà un premier outil qui s'appelle la caméra thermique. La caméra thermique, c'est un outil qui va vous être présenté aussi via la commune de Tignes. C'est un outil de sensibilisation. Ça ne va pas vous permettre de faire un diagnostic très précis. Par contre, ça va vous permettre de comprendre deux, trois choses de ce qui se passe à l'échelle de votre copropriété. Donc, on va en reparler à la fin de la présentation, mais au niveau de Tignes, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, dans certaines conditions que Marie présentera après, mais réserver le passage de la caméra thermique pour votre copropriété. Voilà, ça permettra déjà d'avoir un premier levier de sensibilisation. Il faut quand même avoir en tête que quand vous faites une photo à la caméra thermique, on va en voir quelques-unes après, potentiellement, ces photos, elles peuvent être mal interprétées, mal comprises. Donc, il faut se faire accompagner aussi pour, si vous avez des photos thermiques en main que vous avez récupérées sur un dossier, etc., faites-vous accompagner pour les lire, les interpréter et en tirer des conclusions. Ça, vous récupérer, on mettra en ligne toute la présentation, vous pourrez récupérer le numéro de France Rénov, je ne sais pas si je dis France Service, mais c'est France Rénov. C'est le service public de la rénovation énergétique. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous avec le 04 56, un rendez-vous en permanence décentralisé qui se font par exemple à Bourg-Saint-Maurice, où vous pouvez avoir rendez-vous pendant 1 heure pour discuter de vos projets, pas de vos projets, enfin de vos projets, mais surtout des photos. Voilà. Donc, vous avez donc possibilité d'emprunter la caméra avec Team, analyse des photos avec France Rénov.
Donc, l'idée, c'était de vous faire un petit compte-rendu. Alors, on a fait une petite action, on est allé voir 3 copropriétés à l'échelle de Tignes en décembre. Et l'idée, c'était de vous montrer un petit peu quels sont le type de photos que l'on va retrouver. Si un jour vous avez une caméra en main, on a pris des photos de l'extérieur et des photos de l'intérieur. Juste à main levée, là, qui sait lire une photo de caméra thermique? Qui a déjà fait ça? Qui les comprend? Non? Ok, alors je pars de la base. Qu'est-ce qu'on voit? Sur une photo comme celle-ci, on va voir, on est à l'extérieur, on cherche à voir le chaud qui sort. D'accord. Le chaud qui sort, c'est tout ce qui est rouge et jaune sur la photo. Okay. Pour qu'une photo thermique, elle ait du sens, il faut qu'il y ait au moins 15 degrés d'écart entre la température à l'intérieur des maisons et la température extérieure. Sinon, on ne voit pas grand-chose. Ensuite, quand on fait des photos à la caméra thermique, il faut faire attention s'il pleut, s'il neige, s'il y a eu du soleil, on ne voit rien non plus. Voilà, c'est vraiment déjà les deux principes de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit à l'échelle d'une caméra thermique? Donc là, on était sur la CoPro, le Curling A. Vous avez à gauche la photo actuelle, telle une photo classique, et à droite, la photo thermique. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur cette photo thermique? On voit ici, donc, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est, on cherche à voir le chaud qui sort. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des traces horizontales qui correspondent en fait aux dalles d'étage. Et on voit des murs qui sont plutôt bleus. Alors, une caméra thermique nous dit quoi? Nous dit que le mur est isolé, il est bleu, il est donc moins déperditif, par exemple, que la dalle. Ou moins déperditif, vous voyez, on a des sortes de bandeaux de fenêtres là, ou moins déperditif que la fenêtre. La fenêtre est donc plus, enfin, les parties basses des fenêtres là sont donc beaucoup plus jaunes que les murs. Par contre, comme vous voyez, ça ne nous donne pas du tout l'info sur l'épaisseur de l'isolant. Okay, une caméra thermique, c'est pas du tout une baguette magique. Ça ne va pas vous dire l'épaisseur d'isolant, le type d'isolant, l'état de l'isolant. Pas du tout. Par contre, on va juste... Voilà, donc ça, c'est typique. Ce type de photo, c'est typique les photos qui sont de façade, qui sont isolées par l'intérieur. Le mur est froid et on a les déperditions. On voit ici, vous voyez, sur cette photo-là, c'est pareil. On voit à ce niveau-là, je vais dézoomer un tout petit peu, on voit à ce niveau-là, pareil, les ponts thermiques ici, des dalles, voilà, au niveau des coins. Je vais vous montrer donc une autre photo là, qui concerne donc la copro des pistes, à ce niveau-là. Vous voyez qu'on a ici les murs qui sont tout jaunes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a ces linteaux de fenêtres ne sont absolument pas isolés. Donc, ils sont déperditifs. On voit aussi que les piliers, vous voyez, là, on voit des piliers. Les piliers ne sont pas du tout isolés. Donc, ils sont très déperditifs aussi. On le voit bien sur ces photos-là. Ici, sur la copro des glaciers, on a, vous savez, ces sortes de joues au niveau des balcons. Vous pouvez souvent les avoir dans vos copros respectives. Vous avez les joues de vos balcons et de temps en temps, vous avez un voisin qui a son espace chauffé contre votre balcon. Et bien là, ce que l'on voit sur cette diapo-là, c'est vraiment les moellons. Vous voyez? On voit le mode structurel du mur, les moellons, qui sont les uns sur les autres, qui sont bleus parce qu'ils présentent un petit peu de résistance, mais concrètement, l'ensemble du mur est jaune. Donc là, c'est un mur qui est absolument pas isolé, puisqu'on arrive même à discerner le mode structurel. Un autre exemple de photo, on est toujours dans le côté sensibilisation, comprendre ce qui se passe. Ici, sur la copro des pistes, ça c'est une photo que j'aime beaucoup. Ici, en fait, on voit, vous savez, ces grandes baies vitrées et les allèges qui sont en bois. Les allèges, c'est les parties basses des fenêtres. Et en fait, très souvent, vous avez un radiateur sous la fenêtre. Et en fait, on voit le radiateur à travers, vous voyez, on voit toute cette partie-là. Et donc, ça, c'est le bardage, là, le bardage extérieur. Là, ces parties-là, elles sont moins déperditives. Pourquoi? En fait, c'est tout simplement parce qu'on a le radiateur derrière à ce niveau-là. Et on voit aussi la déperdition thermique de la dalle. Puisque qu'est-ce qui se passe? En effet, le chauffage, le radiateur étant là, il vient chauffer directement le mur qui est derrière, mais aussi la dalle qui est dessous. Je vous ai mis cette photo-là aussi, j'ai souvent cette question de se dire, mais en fait, j'aimerais bien savoir si mes fenêtres sont isolantes ou pas.
On ne peut pas forcément y répondre comme ça. Par contre, ce qui est intéressant avec une caméra thermique, c'est de comparer deux fenêtres. Alors, on bloque l'échelle de température, enfin, je ne rentre pas trop dans le détail. Et là, je vous ai pris deux photos pour vous montrer un petit peu la réflexion. À gauche, on a une menuiserie, vous voyez, qui est plutôt dans les tons bleus. Et là, je bloque l'échelle de température et je prends une autre menuiserie. Là, je suis dans la copro des glaciers, qui n'a pas été changée. Et vous voyez comme elle est jaune. Elle est jaune, on voit même quasi plus rien. Et bien en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce vitrage, c'est la chaleur que la photo de gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer en effet qu'une menuiserie est plus isolante que l'autre. Alors, on a pris quelques photos là de l'intérieur pour vous montrer aussi ce que l'on peut retrouver comme déperdition. Donc, à l'intérieur, on est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on cherche à voir le froid qui rentre. Donc, on cherche à analyser ce qui se passe au niveau du bleu. Là, sur la première photo, on est sur la copro Les Pistes, toujours, et on est dans les communs, la montée d'escalier est là, et en fait, on a ces petites fenêtres, et là, vous voyez bien, ici, on dit tout est bleu. Donc, on n'a absolument pas d'isolation sur ces murs-là. Alors, je ne sais plus si le commun était chauffé, pas chauffé, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est de voir même quasiment, on voit le mode constructif aussi, on voit les moellons, moellons ou béton, bloc de béton. Une autre photo d'une façade, enfin, dans un appartement. Ici, on voit le mur, on est à l'intérieur de l'appartement, on voit le mur qui est complètement noir, qui est complètement froid. C'est un mur qui donnait sur l'extérieur et qui n'a pas été isolé. Donc, de base, dans le mode constructif de l'immeuble, les murs ne sont pas isolés et la personne habitant dans cet appartement n'avait pas fait d'isolation par l'intérieur. Donc, voilà. Et là, on se retrouve avec un mur extrêmement froid. Voilà ce que l'on peut dire au niveau de cet outil de sensibilisation qu'est la caméra thermique. Alors, comme je résume, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une baguette magique, mais ça vous permet de mettre en avant, de sensibiliser, pourquoi pas, vos copropriétaires à l'état énergétique de votre bâtiment. Voilà. C'est visuel, on voit ce qui se passe. Voilà. Ça ne permet pas de grandes conclusions, mais c'est déjà ça. Ensuite, on a un autre outil pour dresser, un véritable outil, et même j'ai envie de dire réglementaire, pour dresser un état des lieux. C'est ce qu'on appelle le DPE collectif. Alors, le DPE collectif, c'est une modélisation qui est faite à l'échelle du bâtiment par un bureau d'études et qui va donner une note énergétique. Alors, ces notes énergétiques, elles commencent à être, vous commencez à tous bien les comprendre en tout cas. Sachez que ce DPE collectif, il est obligatoire maintenant pour toutes les copros, les différentes phases. Maintenant, que vous soyez petite ou grande copro, c'est obligatoire, le DPE collectif. Et ça va donner une image de votre bâtiment au niveau de ses consommations en énergie primaire. Je ne rentre pas dans vraiment la définition de l'énergie primaire, on en reparlera peut-être si vous avez des questions. Et ça va donner aussi une photo non seulement des consommations énergétiques de votre bâtiment, mais de l'impact du chauffage sur les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que l'on voit quand on a un DPE collectif? On va avoir une étiquette énergétique comme celle-ci. Là où je veux en venir par cette diapo, c'est de vous montrer que quand on est à l'électricité, ce qu'on voit sur une étiquette énergétique, on a deux étiquettes. À gauche, on a cette étiquette-là qui est d'un point de vue énergétique, et à droite, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, le numéro 341, le côté déperdition globale de votre bâtiment. Voilà, ça vaut 341. Concrètement, ça équivaut à une étiquette énergétique E. Et vous voyez, avec le même chiffre, je suis sur G. Alors, pourquoi? Parce que dans cette situation-là, je suis sur un chauffage fuel. Et en fait, ce qui se passe avec les nouveaux DPE, c'est que quand vous avez deux étiquettes, une étiquette énergie et une étiquette gaz à effet de serre, on prendra toujours la plus mauvaise, la plus défavorable au bâtiment. Donc, vous êtes chauffé au fioul. Peut-être qu'à l'échelle des déperditions de votre bâtiment, vous êtes peut-être en E, mais parce que vous êtes au fioul, vous allez chuter de 2 places énergétiques à cause des émissions de gaz à effet de serre du fioul. Voilà ce qui va jouer en effet sur cette étiquette. Après, il y a un autre élément entre électricité et autres, mais vous me reposerez des questions à la fin si vous souhaitez. Alors, toujours dans cet état de dresser un état des lieux, on a vu sensibilisation caméra thermique, DPE collectif. Il y a un autre document réglementaire qui s'appelle le plan pluriannuel de travaux, le PPT. Ça, c'est un document qui est obligatoire aussi pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans.
en fait, il est difficile, je sais, à faire voter en AG, etc., mais il est super important. Pourquoi? Parce que lui, il va vous présenter, et on va le regarder un peu plus dans le détail, un état des lieux structurel au niveau de la sécurité et au niveau énergétique de votre bâtiment. Donc ça, c'est l'état des lieux. Ensuite, il va vous faire une liste de préconisations. Pareil, avec des échéanciers en disant, bah là, il faut faire super vite, d'ici 0,3 ans. Là, il faut faire à 3-5 ans, et là, 5-10 ans. Et il va vous faire aussi une présentation sommaire des cours. Il va vous proposer des scénarios que potentiellement vous pouvez retravailler si vous faites partie d'un membre, si vous faites partie d'un conseil syndical assez actif et qui a envie de s'approprier ce PPT. Voilà, donc qui fait ces PPT? Ben, ça va être des bureaux d'études, ça peut être des architectes, des thermiciens, etc. Donc, une fois qu'on a établi cet état des lieux, alors on rentre un peu plus dans le détail avant de. J'ai envie de vous présenter, ça va être assez rapide, mais c'est juste pour que vous ayez un peu une idée, parce que ce PPT, il fait plus de 80 pages, donc il est assez complexe à prendre en main. Je veux juste vous montrer, grosso merdo, à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous l'ai dit, état des lieux sécurité. Vous allez avoir un bureau d'études qui va vous dire, là, alors, sécurité, donc ça va comprendre l'incendie, les garde-corps, la hauteur du garde-corps, est-ce que c'est réglementaire, etc. ou pas. Le travail en hauteur, c'est-à-dire que si vous avez des accès de toiture, est-ce que les gens peuvent se protéger s'ils ont accès s'ils doivent travailler sur votre toiture. Au niveau de l'accessibilité, aussi PMR, etc., etc. Tout ça, ça va être marqué dans le PPT. Donc, vous voyez, en fonction des bureaux d'études, là, j'en ai pris un d'un bureau d'études, mais en fonction des bureaux d'études, ils vont avoir des tableaux un peu différents, mais l'idée, c'est que ce soit très lisible. Vous voyez, là, par exemple, cette copro, bah, c'était marqué extincteur, c'était pas conforme. Trappe des fumées, pas non conforme, etc., etc. Les garde-corps, aspect visuel, il est abîmé, mais la hauteur était réglementaire, etc. Donc ça, déjà, ça vous donne un état des lieux sécuritaire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est un état des lieux structurel. Donc là, pareil, ils vont regarder au niveau des murs, des balcons, des murs, savoir est-ce qu'il y a des fissures, pas des fissures. Là, par exemple, on était sur murs et balcons, on a des sous-faces de balcons qui sont complètement fissurées. Tout ce qui était bandeaux, vous savez, il y a souvent des bandeaux de bardage en fonction des copros. Vous avez tout en haut des bandeaux avec des bardages. Ben, les bardages, ils peuvent être tout abîmés par les UV. Il y a des parties qui peuvent partir, donc les murs peuvent être fissurés. Ils vont regarder ce qui se passe au niveau de la toiture. Donc, est-ce que le bac acier est corrodé? Est-ce qu'il y a des problématiques d'étanchéité au niveau de la cheminée? Voilà. Et là, ça vous donne ce côté structurel. Et vous savez ce qu'il faut faire ou pas en priorité sur votre bâtiment. Ensuite, après ce côté structurel, il y a le côté énergétique. Donc là, moi qui me concerne un peu plus, c'est le côté purement isolation. Comment c'est isolé au niveau des murs, toitures, les planchers bas, les menuiseries, système de chauffage. Une fois qu'on a tous ces états des lieux, le PPT vous précise qu'il va vous faire une liste de préconisations. Pareil, des tableaux qui ne sont pas forcément durs à comprendre, mais qui ont beaucoup de lignes, mais qui sont assez pas succincts, mais qui permettent de vraiment résumer tout ça. Donc toujours dans ces trois catégories, mise en conformité, donc sécurité, structurelle, rénovation. Tout ce qui est mise en conformité, très souvent, ça va être des travaux obligatoires dans les 0-3 ans. On va rassurer tout ce qui est marqué dans ce tableau-là. Il va falloir le faire, c'est c'est sécurité. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec les travaux d'entretien. Bon, ben voilà, là, il y aura des tranches 0-3 ans, 3-5 et 5-10. Pareil au niveau énergétique. Donc là, on a l'ensemble de ces listes de préconisations. Et enfin, toujours dans ce PPT, je vous rappelle qu'il fait plus de 80 pages, l'idée, c'est que le bureau d'études vous propose un scénario. Il va vous dire, en fait, il va falloir faire le côté sécurité, ça c'est clair, il faut le faire. Puis là, attention, là, il faudra peut-être faire donc l'isolation des murs, parce que les murs ne sont pas du tout isolés. Donc là, il va vous faire un scénario en disant, ça sera l'occasion de reprendre les fissures qu'il y a des balcons, les garde-corps, etc. Donc, il vous fait un scénario global avec très souvent l'obligation d'atteindre, pas l'obligation, mais vous verrez pourquoi c'est une obligation, d'atteindre l'étiquette D. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi, on va vous l'expliquer après. Donc là, on a juste dressé un état des lieux de votre copropriété. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait de ce document qui fait 80 pages? Vous avez eu un aperçu, je crois, à peu près en 6 minutes de ce que c'était qu'un PPT. Là, il va falloir que vous vous l'appropriez. Il va falloir que le conseil syndical ou que vous, copropriétaire, vous l'appropriez.
Pour le faire, bah là, vous avez très souvent besoin d'une AMO. Et c'est là où arrive Marie, qui est votre interlocutrice principale là, sur Tignes, où si vous avez déjà voté un PPT, que vous avez déjà eu le document, bah, vous pouvez aller voir Marie en disant bah, nous, notre copro, on a ça, on ne sait pas comment faire. Voilà, on a eu toutes ces infos-là, on a bien compris via la conférence qu'il y a plein d'infos, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et Marie, en fonction des motivations des copropriétés, etc., peut potentiellement vous renvoyer vers Coach Rénov, donc qui est animé par moi et mes collègues aussi. Et ce fameux service Coach Rénov, l'idée, c'est justement de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut potentiellement travailler ensemble pour que l'ensemble de la copro travaille dans le même sens. Alors, le travail que l'on va faire avec Marie, c'est d'arriver, ce gros PPT là de 80 pages là, c'est d'arriver à vous vulgariser donc ces résultats. Voilà, on va les reprendre ligne par ligne, on va travailler ensemble. Ça se fait à quel niveau? Ça se fait au niveau du conseil syndical. Okay, on ne travaille pas avec tous les copropriétaires d'un coup parce que ce n'est pas faisable. Mais vous allez voir, il y a beaucoup d'allers-retours avec les copropriétaires quand même. Là, on travaille avec le conseil syndical. On va essayer de vulgariser les résultats. On va présenter les éléments importants du diagnostic. Alors moi, avec ma vision énergétique, ça c'est clair. Et on va vous expliquer aussi tous les scénarios. Une isolation par l'extérieur, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on agit? Isolation de la toiture terrasse, ok, très bien, comment on fait? Les menuiseries, mais quelles sont les règles qu'il faut appliquer? Est-ce qu'on a le droit de changer les menuiseries privatives? Est-ce qu'on a le droit de forcer les gens de changer leur menuiserie, etc. Tout ça, l'idée, c'est d'arriver à lancer une réflexion commune de l'ensemble du conseil syndical et de travailler main dans la main. Donc ça, c'est déjà une première étape. Tous ces travaux-là se font en visio, bien entendu, quoi. Au niveau des copropriétaires, pareil, je veux dire, si vous arrivez au niveau d'une AG en disant ah bon, bah voilà, on a fait un plan pluriannuel de travaux, il va falloir voter ça, c'est mort, ça passe pas. Par contre, et ça c'est le but aussi de ce travail que l'on fait d'accompagnement, une fois qu'on a bien vulgarisé tout ça et qu'on a travaillé avec le conseil syndical, d'arriver à comprendre ça, l'idée c'est de transmettre ces informations-là et on organise des réunions en visio, toujours avec les copropriétaires, où l'idée c'est de faire un peu le même travail, bien condensé bien entendu, parce que c'est des réunions qui durent pas plus de 3/4 d'heure, 1 heure dans tous les cas, et c'est de représenter, d'expliquer tout ce travail-là. Et donc, de mettre en avant, parce que c'est ça aussi l'idée. Ah oui, non, j'ai juste oublié un truc. C'est avant de vous parler de ça. Donc, une fois qu'on a présenter un peu ce PPT, essayer d'expliquer les tenants et aboutissants copropriétaires, il y a aucun toit, c'est vraiment de la sensibilisation. Il va falloir comprendre ce qui pourrait potentiellement motiver les copropriétaires à passer dans une rénovation énergétique. Il va falloir répondre à la question pourquoi la copropriété souhaiterait potentiellement rénover. Et c'est là où on arrive à notre étape où vous, en tant que membre du conseil syndical, enfin les personnes en tant que membres du conseil syndical doivent être capables aussi de pouvoir y répondre. C'est OK, on souhaite rénover, pourquoi? Est-ce que c'est parce que la facture énergétique est juste trop importante à l'échelle de la copro? Il faut identifier un peu ces leviers-là. Là, sur ce tableau-là, vous avez les coûts des énergies. Vous voyez ici, on a le coût de l'électricité en bleu. En rouge, vous avez le coût du fuel. Et en vert, c'est tout ce qui est granulé. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Et on voit que d'une façon générale, on est quand même sur une tendance à la hausse. Le fuel, lui, il fait des hauts, des bas. Et là, on a le gaz propane. Le gaz propane, c'est en gris, c'est celui-ci, le gaz propane, pour ceux qui sont au gaz. Donc voilà, pourquoi rénover? Potentiellement, c'est peut-être à cause de l'augmentation des coûts d'énergie et que la motivation de la copro, c'est tout simplement la facture énergétique. Même si on a vu qu'il y avait le côté un peu sécurité et autres à côté à faire via le PPT, mais voilà, vraiment le moteur, c'est ça. Il peut y avoir aussi, pour les membres du conseil syndical ou peut-être des copropriétaires, le fait d'avoir envie de rénover parce qu'ils souhaitent limiter l'impact environnemental de son chauffage. Comme on a vu, le chauffage, il joue quand même pas mal sur l'étiquette énergétique, mais en dehors de l'étiquette énergétique, on peut avoir une sensibilité environnementale. Là, ce tableau-là, il vous montre juste un peu une idée. Et l'idée, c'est pas de retenir des coef, mais voilà, vous avez le fuel qui émet 300, à comparer avec l'électricité qui tourne là il est à 150, mais il tourne avec 120, avec le mix, entre 100 et 120 avec le mix énergétique français. Et vous avez le bois qui est à peu près à 10 ici. Ça, voilà, c'est juste pour vous dire, bon voilà, le fuel, il émet beaucoup, l'électricité, c'est le moyen, le bois, il émet très peu. Et pourquoi
potentiellement vous êtes sensible à cet impact environnemental, c'est peut-être tout simplement aussi parce que vous êtes sur Teams depuis longtemps et que vous voyez bien que le glacier de la Grande Motte, il se réduit comme une peau de chagrin à une vitesse de dingue. Ouais. Donc voilà, potentiellement, c'est un deuxième axe pour lequel vous, individuellement, vous pouvez être sensibilisé au fait de vouloir rénover. Après, je vous parlais de cette étiquette D que les bureaux d'études font dans les PPT. En fait, c'est parce que il y a une nouvelle loi qui est sortie donc en 2024, qui concernait au début que les résidences principales. Il y avait tout en fait, il faut retenir qu'en 2034, il faudra être en D. Et maintenant, ça concerne les meublés de tourisme aussi. Donc, à partir de 2034, si vous voulez louer en meublé de tourisme, il faudra être en D. A, B, C, D. Et si vous payez en D. D, D, D. En D. Voilà, il y a des paliers, il y a différents paliers, mais voilà, en F, ça sera 2028, on n'aura plus le droit, et en E, en 2034. Et c'est de l'appartement, tout à fait, tout à fait, merci de la précision. Donc voilà, à l'échelle de l'appartement, il faudra. À savoir que, vous savez, dans le PPT, on a aussi ce DPE collectif qui est mis en avant. On est bien d'accord, en effet, c'est le DPE à l'échelle du bâtiment. Ce n'est pas le DPE qui vous permet de louer. Voilà. Et il faut savoir que ce DPE collectif qui est fait dans le PPT, on peut dire grosso merdo que c'est une moyenne de l'ensemble des appartements. Voilà. Donc il y en a, quand on est en D, en E à l'échelle du bâtiment, c'est-à-dire que potentiellement ceux qui sont bien placés, qui ont des voisins de chaque côté et qui ont juste une baie vitrée, eux potentiellement ils sont en D. Par contre, celui qui est dans le coin nord, sous les toits ou tout en bas, lui potentiellement il est en E voire F, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que les travaux de rénovation énergétique, souvent, il faut les réfléchir à l'échelle de la copro et pas juste à l'échelle individuelle. Donc on a vu le côté facture énergétique, le côté impact environnemental, le côté réglementaire. Il y a peut-être aussi cette notion de valorisation de son patrimoine. Alors ça, c'est une étude qui a été mise à jour là, par les notaires. Les notaires de France. En fait, l'idée, c'est de dire quelle est la plus-value ou la moins-value que j'ai en fonction de la note énergétique. Et bon, on est d'accord, c'est pas que pour Tignes, hein, c'est à l'échelle de la région. C'est plus ou moins vrai quand on est sur un marché hyper tendu comme à Tignes. Mais voilà, c'est toujours à avoir en tête. Sachez qu'en tout cas, quand on est sur un bâtiment qui est classé A, il va A, B à peu près, il va avoir une valeur un peu plus de plus 11% par rapport à un D. Un G aura une moins-value de 15% à peu près. Mais en dehors de cette notion juste de valeur sur le marché, il y a quand même cette notion de valeur du patrimoine. Le patrimoine qu'on transmet à ses enfants ou ses petits-enfants. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. C'est que transmettre un bien sur lequel il n'y a eu aucune rénovation énergétique de fait, sur lequel les charges sont énormes à l'échelle de la copro, les charges de chauffage et autres, les charges de chauffage et autres, de temps en temps, ça peut ne pas être un cadeau. Voilà. Et donc, il y a quand même cette notion de valorisation de son patrimoine, en dehors de la valeur sur le marché. Il y a aussi cette notion de confort, parce qu'on a vu tous ces différents éléments, mais cette notion de confort, j'aime bien moi ces petits pictos, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans un appartement, par exemple, qui est chauffé à 19, si on n'a pas d'isolation, si on a du simple vitrage ou un vieux double vitrage, comme vous avez assez souvent ici pour ceux qui n'ont pas changé, ou on n'a pas d'isolation des murs, comme on a pu le voir sur certaines des photos thermiques, on n'a pas très peu d'isolation de toiture, en fait, quand on chauffe à 19, vraiment, la température ressentie, ça va être la moyenne entre l'air ambiant et la température des parois. Donc, quand il fait 0 dehors, votre paroi, elle n'est peut-être pas à 0, mais elle va être à 12. Donc, vous allez avoir un ressenti à 15. Et 15,5, ce n'est pas agréable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va surchauffer, on va chauffer à 24. Et donc là, c'est notre deuxième picto, où on va avoir un ressenti à 18, ce qui en soit correct, mais alors là, vous avez des sensations de courant d'air de partout, parce qu'il y a des systèmes de convection, les parois ne sont pas isolées, il y a de l'air qui s'infiltre, c'est très désagréable, et en plus, vous surconsommez, parce que là, vous chauffez à 24 degrés. Et donc, l'idée, dans cette notion de confort, c'est de se dire qu'on isole nos parois, on peut potentiellement isoler nos menuiseries, on peut isoler par l'intérieur ou par l'extérieur, en effet, nos murs, isolation de toiture, etc. Et là, au moins, quand on chauffe à 19, les parois sont à 17, 18 degrés et vous avez un ressenti à 18, 18,5. Et là, vous avez une sensation de confort sans surconsommer. Voilà, donc une fois
qu'on a identifié avec le conseil syndical les motivations. Et ça, c'est toujours très intéressant à travailler avec le conseil syndical parce qu'en dehors de ce côté purement réglementaire du PPT, ben, en fait, il y a quand même les sensibilités de chacun. Tout le monde n'a pas la même vision. On peut avoir un président de conseil syndical qui est à bloc sur le côté environnemental, mais une autre personne qui dit non, mais moi, j'en ai rien à faire de l'impact environnemental. Moi, je ne vois pas l'intérêt, etc. Donc, ça peut vraiment créer des grosses discussions. Tout le monde n'est pas forcément d'accord déjà dans un conseil syndical. Donc, imaginez à l'échelle de la copropriété. Donc, à l'échelle de la copropriété, avoir ces discussions, ça peut être un peu compliqué. Et c'est donc entre autres grâce à Marie qui a mis en place un questionnaire qui a été diffusé, qui a été envoyé donc, à un certain nombre de syndics. Un questionnaire, et l'idée, c'était que ce questionnaire soit envoyé aux syndics et que les syndics renvoient ça aux copropriétés. Et l'idée, c'était que les copropriétaires, donc ça prenait 5 minutes à répondre, l'idée, c'était d'avoir un peu le retour propriétaire sur leur copropriété. Par exemple, donc là, je lis donc, des stats, 35 bâtiments qui avaient répondu à ce questionnaire. Est-ce que certains d'entre vous dans l'Assemblée a répondu à ce questionnaire? Vous avez eu en main? Oui. Et il sera tout à fait possible, si vous le souhaitez, de le redemander à Marie et que ça soit réenvoyé via votre syndic sans aucun problème. Ce questionnaire, il est vraiment intéressant parce que voilà, ça permet d'avoir un retour assez facile. Le taux de réponse en plus ça était quand même assez élevé. Plus de 50%, oui. Ouais. On a eu presque 900 réponses au total. Donc, c'est intéressant parce que du coup, il y a des questions qui sont posées. Par exemple, pensez-vous connaître la raison pour laquelle vos factures d'énergie seraient trop élevées? Voilà, on voit, bon, c'est peut-être les menuiseries, la mauvaise isolation. Comme ça, déjà, ça permet de cerner un peu la connaissance énergétique, en tout cas la connaissance du bâtiment. D'un point de vue énergétique, c'est très orienté énergétique. Et de voir aussi, donc quand vous voyez cette question, par exemple, pour les 3 à 5 années à venir, quelles sont les orientations que vous souhaitez pour votre copropriété? Ah, bah là, je ne sais pas quel copro c'était, mais c'était rénovation énergétique majoritairement. Isolé par l'extérieur, de temps en temps, c'est juste lancer une réflexion énergétique qui ressort. Parce que voilà, la copropriété n'est pas mature. Par contre, réfléchir à ça, oui. Et ça, donc ça nous permet, à l'échelle du conseil syndical, justement, de continuer à travailler sur, vous avez bien compris, on a eu ce document réglementaire, le PPT, le conseil syndical qui a essayé de voir un peu quelles sont leurs propres motivations perso, le retour du questionnaire pour connaître un peu la vision globale des copropriétaires. Et là, maintenant, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est toujours dans ce travail que l'on fait avec Marie, c'est d'arriver à répondre aux priorités de la copropriété, la priorité réglementaire, etc. Et c'est là où on travaille avec le bureau d'études qui a fait le fameux PPT et on leur demande de retravailler un scénario que le conseil syndical est prêt à porter. Alors là, je vous avais mis un exemple. Bah, c'était un conseil syndical qui avait dit bah non, moi je ne veux pas faire l'isolation de toutes les façades, donc ça, ma façade sud elle est toute vitrée, ça va coûter trop cher. Moi je voudrais, vous, bureau d'études, que vous fassiez une modélisation avec juste l'isolation du mur nord. Moi j'aimerais en fait qu'on change les menuiseries des privatives aussi. Donc menuiseries privatives c'est un peu particulier, mais voilà, on en rediscutera. De mettre des capteurs solaires. Et là, on demande au bureau d'études de retravailler un scénario que le conseil syndical estime comme prioritaire. Et l'enjeu, c'est quand même d'arriver à l'étiquette D, puisque comme vous avez vu, en 2034, vous allez, en tout cas ceux qui louent, sont quand même un peu obligés d'y répondre. Donc, une fois qu'on a travaillé sur ce scénario potentiellement porté par le conseil syndical, où on a une enveloppe budgétaire, ou grosse maille, on est d'accord, hein, mais ça permet déjà d'avoir un peu une idée, où on a aussi une étiquette énergétique qui est affiliée à ce scénario, eh bien, c'est justement là où on va pouvoir présenter ce scénario final. Donc, vous savez, on a potentiellement fait une présentation aux copropriétaires pour expliquer un peu le PPT, voir les tenants et aboutissants. On peut refaire une réunion en disant, bah voilà le scénario qu'on propose aux copropriétaires, à la copropriété, on n'est pas en enjeu. On est d'accord, hein. C'est juste pour avoir un accord de principe. On dit, ah ben non, c'est bon, on ne veut même pas en entendre parler. Et peut-être un moment, on va arrêter de bosser tout seul. Hein. Il faut que la copropriété, elle se motive aussi, elle soit embarquée aussi. Et donc, et c'est donc justement là, à partir du moment où on a un peu une sorte de feu vert de la copropriété. Alors, on est conscient, hein, quand on organise ces visios, il n'y a pas, s'il y a 30%, 30% à peu près des copropriétaires qui sont là à ces visios, ce n'est pas la majorité, on est d'accord. Mais ça permet déjà d'avoir au moins une tendance.
Et une fois qu'on a eu cet accord, on va dire, tacite, de dire, OK, allez, vas-y, on continue à travailler dessus, ben, nous, notre travail, toujours en AMO, ben, c'est d'accompagner le conseil syndical pour sélectionner une maîtrise d'œuvre. Une maîtrise d'œuvre, en fait, ça va être un archi avec toute une équipe qui, lui, va ensuite décrire plus spécifiquement les travaux, vous donner une enveloppe un peu plus précise, etc. Mais voilà, l'idée, c'est déjà de sélectionner cette maîtrise d'œuvre, donc cette équipe d'archi. Et comment on la sélectionne? C'est ce travail que l'on fait aussi. On va rédiger un cahier des charges pour sélectionner la maîtrise d'œuvre en disant, voilà, nous, copro, on souhaite faire une isolation par l'extérieur, il va falloir retravailler sur les murs aussi, sur machin, etc. Et nous, en tant qu'AMO, on accompagne le conseil syndical pour analyser ces devis de maîtrise d'œuvre et se dire, OK, quel maître d'œuvre on prend? Et c'est ensuite, en effet, où il va falloir voter en AG ou en AG exceptionnel ce scénario déjà, ce scénario et des honoraires de maîtrise d'œuvre. Voilà. Et là, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on vote en fait la phase projet, c'est-à-dire qu'on sélectionne une maîtrise d'œuvre et maintenant on va laisser la maîtrise d'œuvre continuer à travailler. Et c'est là où le travail d'AMO est un peu plus en recul, parce que là, c'est vraiment le maître d'œuvre hyper technique qui va prendre les mains. L'AMO reste là pour faire un peu le lien entre les copropriétaires, du moins au moins le conseil syndical, l'équipe hyper méga technique, et voilà, pour arriver à faire encore le tampon entre tout ça. Je crois que j'ai terminé. Je fais ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder. Vous avez des questions déjà dans la salle? Non? Allez-y. Entre le PPE et le PPT, si j'ai bien compris, le PPE, il est inclus dans le PPT. Alors, le PPT, pas forcément. Le PPT, vous n'avez pas forcément l'obligation de faire un DPE collectif dans le PPT. Mais comme le DPE collectif est obligatoire aussi, on demande souvent au bureau d'études de faire les deux, de faire le PPT et le DPE collectif. Comme ça, au moins, la copro est conforme. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, vous aidez à faire les études, mais pas les travaux. Parce que moi, je pensais qu'il y avait aussi une petite partie, une petite enveloppe qui serait remise à la copro. Si, par exemple, on fait l'aménagement extérieur, on va parler de ça, l'isolation extérieure, une partie qui serait aussi prise en charge. Alors, nous, vous avez bien compris, on ne donne pas du tout d'argent à l'investissement. On est d'accord? C'est un accompagnement. Tout à fait. L'accompagnement. C'est cet accompagnement qui est de vous prendre par la main, de voir, OK, quel devis. De toute façon, souvent, les chefs du copro, vous prenez une maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas le conseil syndical qui va gérer les travaux. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner à sélectionner une maîtrise d'œuvre qui fera peut-être que l'isolation par l'extérieur. Mais notre boulot d'AMO sera peut-être de vous dire, OK, l'isolation par l'extérieur, c'est très bien, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à travailler un peu plus global? Voilà, ça sera au moins de vous questionner là-dessus. Ça répond à votre question? Oui, oui. Oui. Alors, ça, c'est moi. Ça, on va expliquer juste après le retour d'expérience de la copropriété des Tomeuses. C'est nous qui nous déplacerons avec la caméra thermique. Oui. J'avais une question par rapport à l'utilisation d'un bien en tant que résidence principale ou résidence secondaire. On a fait une très mauvaise expérience avec l'aide au financement, où on a trouvé qu'il y a une enveloppe globale, tout a été voté, les travaux ont été faits, puis in fine, toutes les personnes qui étaient en résidence secondaire, eh bien, il n'y a pas eu de financement. Donc, effectivement, c'était une surprise a posteriori qui est très mal passée. C'est-à-dire que vous dites que les personnes qui étaient vous pensiez avoir des subventions, c'était ça? Il n'y a jamais eu de subvention pour les résidences secondaires. Il n'y en a jamais eu. Mais effectivement, c'était quelque chose, on parlait en assemblée et autres, ce n'est pas quelque chose qui ressort en premier. Ouais. C'est-à-dire que les gens, on leur dit, voilà, il peut y avoir des crédits d'impôt et autres comme ceci. Résidence secondaire, c'est zéro. En résidence secondaire, c'est naturel. C'est que les gens, et au moins, il faut leur dire ce que c'est. En fait, il y a une aide qui est donnée un peu à tout le monde, mais qui représente 3 à 5% du montant des travaux et qui est donnée à la copropriété. C'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas ça qui va être le moteur déclencheur pour les travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est clair.
Et quel est l'intérêt de changer les menuiseries seules? Bah, tout dépend. Changer ces menuiseries, tout va dépendre en fait de la surface vitrée que vous avez. Si vous avez que de la baie vitrée, bah, ça a carrément du sens. Parce que ça veut dire qu'au niveau des déperditions, par exemple ici, si on n'avait que du simple vitrage, bah, oui, bien sûr, il faut changer ces menuiseries. Par contre, si vous avez une petite menuiserie sur une grande paroi opaque non isolée, Ces appartements, 4 personnes où il y a une grande baie vitrée. une grande baie vitrée qui Faut la donne sur l'extérieur, on peut la changer sans l'avis de tout le monde. Ah, sans l'avis de la copropriété? La Ah, bah, copropriété. c'est privatif. C'est privatif. Donc, on peut la changer, nous. Donc, ça dit bonsoir. C'est que, en fait, la question de l'industrie, elle est centrale dans l'innovation des copropriétés et des travaux qu'on peut chez elle. C'est qu'effectivement, elle allie la nature privative de son étage, un certain nombre de règles de location qui sont dictées par et le PLU, la mairie et le syndic au travers du règlement copropriété, dont on rappelle que le syndic est garant, par exemple, de l'harmonie des façades. Et il est, si vous voulez, de bon ton, on rencontre le cas malheureusement assez souvent, au même moment où on décide de changer sa menuiserie, on prend contact avec son syndic pour essayer de transmettre au moins un devis, doivent être ratifiés en assemblée générale pour avoir autorisation de principe. C'est aussi pour vous couvrir pour la suite. Et ça se double aussi, si je ne me trompe pas, avec une action de la mairie qui doit valider le côté technique et architectural de l'action. Pour la précision mairie, il est obligatoire de quand on souhaite changer sa menuiserie. Il y a une petite notion de oui, mais si je change ma menuiserie à l'identique, je n'ai pas besoin de déposer cette déclaration. Si on change sa menuiserie à l'identique, c'est-à-dire qu'on rachète une fenêtre des années 70. Parce que les menuiseries actuelles, elles ont forcément des montants plus gros. Ce sera forcément pas exactement la même teinte. Et ça, c'est bien le service urbanisme qui doit être garant de l'architecture générale de l'immeuble et des quartiers de Tignes. Donc, quand vous changez une menuiserie, même à titre individuel, il faut faire une demande au service urbanisme. Et si vous le faites collectivement, il y aura une demande qui sera faite de la part du syndic pour les menuiseries de tous les copropriétaires. On a quelqu'un qui a changé sa menuiserie. Donc, on lui reproche de justement ne pas l'avoir déclaré en conseil syndical ou à la en AG. Et donc, il nous a répondu qu'il avait, on lui avait fait la demande. Et au bout de 2 mois, si la mairie ne répond pas, ça veut dire que c'est accordé. Ça, je n'irai pas les délais en cours, peut-être Laura, les délais d'instruction. Le délai d'instruction d'une déclaration préalable, c'est 1 mois si le dossier est complet, parce que s'il est incomplet, on vous fait une demande de pièces et là, vous avez un délai pour répondre. Ça. Le délai repart à 0. Et le délai d'instruction est de 2 mois si on est en périmètre de site inscrit architecte des bâtiments de France, donc tout ce qui est autour du lac de Tignes. Le lac de Tignes est classé. Mais si au bout de 2 mois, il n'a pas eu la réponse, c'est bon, il peut attaquer. S'il n'y a pas eu de demande de pièces, c'est un accord tacite. D'accord, c'est bien. S'il n'y a pas eu de demande de pièces, je pense que oui, qu'il les a formés. Peut-être, ouais. On va arrêter les questions, mais si vous en avez encore par la suite, je laisserai les cartes et vous pourrez me les poser soit par mail, soit vous m'appelez. Et comme ça, on peut avancer sur la présentation. On voulait partager avec vous le retour d'expérience de la copropriété Les Thomeuses au Val-Claret. Donc, il y a monsieur Boulesté. Merci beaucoup de votre présence qui va vous parler rapidement du retour d'expérience des travaux de sa copropriété. Merci. Le président du conseil. Alors, je m'appelle Jean-Marc Boulesté. Je suis président du conseil syndical des Thomeuses depuis peu, mais membre du conseil syndical depuis plus longtemps. Pardon. Et j'étais porteur du projet de rénovation. Je vais vous dire, on va commencer peut-être par les questions que vous m'avez posées. J'ai 10 minutes seulement pour vous présenter ce slide. J'ai 66 ans, je skie à Tignes depuis 11 ans, l'âge de 11 ans. Et donc, il était naturel que j'achète à Tignes.
vous l'avez dit. Je ne suis pas du tout du bâtiment, je suis médecin. Et en fait, les questions qui m'ont été posées par la Méritine sont les suivantes. Comment se sont votés les travaux dans la résidence, dans la douleur? Quel a été l'élément déclencheur? La décrépitude du bâtiment? Comment avez-vous présenté le projet aux autres copropriétaires? Ça prendrait trop de temps, mais je vous en parlerai quand même. Pourquoi avoir choisi de réaliser les travaux en plusieurs phases? Vous verrez, le bâtiment est très important. Il était impossible de le faire comme à plein soleil en une saison. Quel est le montant global des travaux? Élevé, ça coûte un bras. Avec le montant que paye chaque copropriétaire, je pense qu'il aurait pu acheter un T2 dans une ville moyenne. Voilà. Quels seraient les points de vigilance que vous aimeriez faire remonter sur la ventilation notamment? On y va. On y va. Allez. Alors, quel a été l'élément déclencheur? J'ai pris une photo qui est à droite hier. Donc, vous voyez un peu l'état des menuiseries, des balcons. C'est catastrophique. L'immeuble date de 83. Les boiseries ont été lasurées de temps en temps, ce qui étouffe le bois. Et donc, il était hors de question de les relasurer une fois de plus. Il y a des planches tordues, il y en a qui tombent. Il y a des poutres verticales aussi qu'on voit ici. Certaines sont vrillées, donc il fallait vraiment faire de gros travaux de rénovation du bois. J'avais, à titre amical, demandé à la société de Jean-Paul Rigaud, que je connais bien, c'est un ami, c'est Altiplus, de venir voir un peu. Il m'a dit, moi, il fait du gommage. Il m'a dit, moi, je ne traite pas ces bois, c'est impossible. Il faut tout changer. Voilà. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Là, plus des problèmes de régulation thermique. Nous avons des trames par le sol, des sondes qui se dérèglent. Enfin, c'est un peu compliqué. Et puis, la chauffé à quoi? Électricité. Électricité. Voilà. Donc, on avait lancé un premier appel d'offres qui était auprès de quelqu'un qui fait de la rénovation de menuiserie. Il nous avait proposé 3 scénarios. Un en particulier, je n'ai pas la photo là, mais vous voyez qu'il y a des surfaces en bois. Il projetait de mettre un peu d'isolation dessous avant de recouvrir avec du bois. Ça ne semblait pas homogène comme prise en charge thermique du bâtiment. Et donc, finalement, on a laissé tomber. Pourquoi? Parce que ça coûtait 1 million d'euros et on n'était pas persuadé que ce serait pertinent. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été perturbé par la crise Covid au cours du cheminement. Dans la résidence des Thomeuses, vous savez où sont les Thomeuses? Les Thomeuses, c'est le bâtiment qui est en front de neige, juste le bâtiment devant le club ESF des Pipiou. Hein, voilà. Donc, c'est le plus en avant dans Val-Claret et le plus haut. Voilà. Donc, gros bâtiment, plus de 90 logements, environ 80 et quelques copropriétaires. Oui, parce que, par exemple, moi, j'ai 2 logements, et puis on a pas mal de copropriétaires qui ont acheté 2 logements pour les regrouper. Je l'ai un peu plus loin sur les slides. On a été obligé, comme tout bâtiment, de faire un audit énergétique. Donc ça a un petit peu, je dirais, changé notre façon de voir les choses. Il fallait remplacer donc les boiseries. Il fallait aussi reprendre les balcons. Vous avez montré des balcons en piteux état, certains se fissurent. Et puis des contraintes légales. À l'époque, on s'est rendu compte que la Méritine n'autoriserait plus, après les platières, je crois, de mémoire, de rénovation extérieure sans qu'il y ait au moins une discussion sur la rénovation énergétique. Et puis, cette loi qu'on sentait venir, parce qu'on avait des informations qui étaient que pas de location en zone touristique sans un lettrage DPE qui soit favorable. Et c'est tombé il y a 2 ans. En plus, 100% énergétique, Thomeuses, l'électricité a augmenté. On s'est posé la question de voir si on ne pourrait pas faire des économies à la fois collectives sur les charges, puisqu'on a des trames qui doivent garantir environ 12-13 degrés, mais
qui fournissent 18, parfois 26 degrés dans certains appartements. Et puis enfin, le coût individuel des radiateurs, qui sont souvent de mauvais radiateurs, des grippes. Voilà. L'évolution attendue des coûts des matériaux aussi nous a décidé, parce que certains bâtiments ont décidé de faire les travaux par tranche. Un coup, je change les menuiseries, un coup, je fais la toiture, etc. etc. Et au global, ça coûte plus cher que de tout faire ensemble, avec une maîtrise d'œuvre qui envisage les travaux de façon globale. Et puis enfin, comme vous l'avez dit, on a tous réfléchi à la valorisation de notre patrimoine. L'immeuble est assez prisé. Aujourd'hui, l'agence Marie Dantès revend à 12 500 € du mètre carré en l'état, comme on dit, dans son jus. Et puis, on était au minimum à 15 000 € du mètre carré, rénové à la revente. Moi qui ai acheté en 2 temps, deux surfaces, je peux vous dire que ça a pris 3 fois le prix en 10 ans. Donc, on s'est dit, c'est dommage de laisser cet immeuble décrépir. Il faut faire une approche de rénovation globale pour préserver ce patrimoine. Ensuite, ce que j'ai marqué, la crise Covid. Comment avez-vous présenté le projet aux autres copropriétaires? Comment se sont votés les travaux? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une AG en avril chaque année, et la majorité des gens qui habitent l'immeuble sont des gens qui viennent pour les vacances d'été, d'hiver, et qui louent pour la plupart. On a quelques habitants à l'année, ou saisonniers, mais on est une majorité de résidences secondaires, en fait. Donc, le choix de la maîtrise d'œuvre, d'abord, on a choisi ENEOS. Ensuite, on a présenté à chaque AG les avancées des avant-projets. D'abord, on a voté le choix de la maîtrise d'œuvre, qui elle-même avait fait une étude. Elle a repris l'étude d'audit énergétique et à partir de là, a construit plusieurs scénarios. Alors, bon temps ou pas, c'était l'élévation du bâtiment pour faire des logements de très grand standing qu'on aurait revendu très cher et qui aurait financé une partie des travaux. On oublie, il y a des normes, on ne peut pas monter au-delà d'une certaine hauteur. Je crois qu'au Bec Rouge, où j'ai des amis, il s'est posé aussi la question. Et puis, quand vous construisez des nouveaux logements, maintenant, vous devez avoir des parkings. Donc, c'était impossible sur la surface de la résidence d'avoir des parkings. On ne pouvait pas creuser. Enfin, c'était pharaonique. Le membre du conseil syndical délégué au projet, qui ne s'occupe que de ça, c'était moi. Donc, j'ai essayé de me mettre sur le plan, je dirais, scientifique et technique à jour. J'ai discuté avec des professionnels du bâtiment à plusieurs reprises pour essayer de comprendre un petit peu. Puis, je dois dire que la maîtrise d'œuvre a été très aidante. Le conseil syndical uni et complice, ça c'est majeur. Il y a des résidences dans lesquelles le président du conseil syndical, je ne donnerai pas les noms, est retrouvé au sein de son conseil syndical en minorité et ça s'est très mal passé. Or, depuis plusieurs années, nous nous connaissons, nous nous tutoyons, nous nous respectons et on avait une vision globale, cohérente, qui a permis de porter le projet. Ça, je crois que c'est très important. Et je pense que du fait de la stature de l'ancien président du conseil syndical, ce dernier avait la confiance d'une grande majorité des copropriétaires. Ensuite, on a fait une commission travaux basée sur qui veut en faire partie, une sorte de volontariat. Et j'ai mis un drapeau d'Angers, je vous expliquerai pourquoi plus tard. En fait, je pense que ce n'est pas utile. Mais c'est d'un point de vue tout à fait personnel. Ensuite, nous avons voté l'AG en AG extraordinaire en décembre, alors que nos AG ordinaires ont lieu au mois d'avril, avec la maîtrise d'œuvre, les travaux, et ça se vote par choix d'entreprise. Donc, pour chaque poste, isolation, façadier, VMC, etc., on avait un choix entre 2 ou 3 entreprises. La maîtrise d'œuvre nous a guidés, on s'est laissé convaincre et l'Assemblée générale a duré un peu plus de 4 heures. Ça a été marathon. Le problème, c'est qu'en étant si nombreux comme copropriétaires,
c'est un peu difficile de faire des visios. Nous avons fait de nombreuses visios avec la maîtrise d'œuvre, mais quand vous faites des visios avec les propriétaires, vous avez quoi? Vous en avez 4 ou 5, 5 ou 6, 10, toujours les mêmes. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un reflet, une idée précise de ce que pense la majorité. Donc, nous avons donc fait cet AG en décembre 24 et dès janvier, appel de fonds, boum, et donc les parts étaient assez importantes, scindées en deux, janvier et avril 2025, vous voyez, c'est tout frais. Autre question posée, pourquoi avez-vous choisi de réaliser les travaux en plusieurs phases? Vous avez ici 2 photos, la façade sud, telle qu'elle devrait être, c'est une simulation, et la façade nord, il y aura peut-être des modifications dans le sens où vous voyez tout ce qui est en gris sombre, ce qui est bardage métallique, et en fait, on a choisi plutôt de faire une ceinture. La mairie nous a demandé de reconstruire à l'identique et en plus de nous mettre à l'unisson de l'architecture des bâtiments voisins. Donc, quand on regarde, tous les bâtiments autour ont des bardages métalliques, ce n'était pas le cas de Thomeuse. On était en bardage bois. Hein, voilà. Donc, oui, pour répondre à votre question, on a 7 étages, dont 2 duplex qui montent au 8e, 94 logements, j'ai compté ça sur un éclaté des différents étages, et 79 copropriétaires, plus une loge concierge, un grand local à ski, dont les boiseries étaient en train de pourrir. C'est ce bâtiment qui est juste au niveau de la voiture. Voilà. Donc ça, c'est tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait un empierrement. Et enfin, des caves sur 2 niveaux. Allons-y, pour finir. Alors, pourquoi avez-vous choisi de réaliser les travaux en plusieurs phases? Et quel est le montant global des travaux? Je vous donne tout de suite la somme, mais dans l'encadré rouge, c'est 4 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est une très grosse somme. Et le phasage est lié à la taille du bâtiment et à l'importance des chantiers. Phase 1, en 2025, nous avons fait l'étanchéité toiture, y compris le local à ski, avec pose d'un garde-corps, puisque là aussi, ça fait partie des aspects sécuritaires. Ce n'est pas seulement rénover énergétique, c'est mettre le bâtiment en conformité. Ce local à ski, avec la neige qui s'amoncelle, il devenait une aire de jeu pour les gosses des bâtiments voisins et de notre bâtiment. Sans garde-corps, on aurait pu être condamné si un enfant était tombé de 2,50 m, 3 mètres hauteur et s'était blessé gravement. Ensuite, les menuiseries. Donc, 80% des menuiseries étaient anciennes et pas aux normes. 20% avaient déjà été changées. Donc, dans ces menuiseries changées, il y a les menuiseries, les parties communes, cage d'escalier, etc. Et puis, les menuiseries privatives. Donc, nous avons changé environ 300 menuiseries dans les parties communes, dans les parties privatives. La VMC a été renouvelée, changée, modernisée, ce qui n'a pas été sans problème, et ça reste un problème, n'est-ce pas, Monsieur Richard? L'isolation et l'empierrement de la base de l'immeuble. L'immeuble avait les pieds dans la neige, donc on a choisi alors soit du béton crépi, soit des boiseries qui étaient en train de pourrir après. L'immeuble date de 83, 83, donc il a 42 ans, c'est ça, 43 ans. Donc c'était les boiseries d'origine, sauf le local à ski. Et enfin, donc une ceinture, une isolation et une ceinture de pierre tout à la base de l'immeuble. Sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut peut-être revenir en arrière. Encore. Voilà, cette photo que j'ai prise, vous voyez, on a refait la loge de la concierge et on a posé au-dessus déjà un premier garde-corps tel qu'ils seront ensuite. Mais vous voyez, ailleurs, c'est ici, donc c'était comme ça, c'était du béton dans la neige, quoi. Donc, on finira le ceinturage au fur et à mesure que les travaux vont avancer. Donc, je passe maintenant à la phase 2, c'est celle qui va débuter au cours de la saison d'été, donc mai-juin jusqu'à octobre-novembre. Ce sera l'isolation de la façade nord et des pignons est et ouest, avec non pas un empiècement, mais un empierrement, petite faute de frappe. Enfin, phase 3, les balcons, les garde-corps des balcons, l'isolation façade, l'empierrement et la ceinture métallique, je pense, tout à fait en haut. Voilà. Ensuite, la question, c'était sur les points de vigilance.
Alors, moi, je défends l'idée qu'on n'aurait pas dû faire une commission travaux sans sonder, en tout cas, les gens avant et demander leur motivation. Parce que dans la commission travaux se sont proposées des personnes peu nombreuses, peu nombreuses, dont une est présente dans la salle qui a été plutôt agitatrice d'idées dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle a fait vraiment des recherches, elle est allée voir quel matériau on pourrait mettre, etc., ce qui se faisait. Bon, voilà. Mais on a eu d'autres copropriétaires qui, en fait, sont rentrés dans la commission de travaux plutôt pour torpiller les travaux, pour tout critiquer, tout mettre, tout discuter. Ça a été extrêmement pénible. J'ai dû échanger mais des centaines, non, peut-être pas des centaines, allez, une centaine de mails pour... enfin, ça a été très lourd. La maîtrise d'œuvre n'en pouvait plus de répondre. Ils ont dit, moi, enfin, le maître d'œuvre m'a envoyé des mails en disant j'en peux plus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce copropriétaire. Voilà. Donc, je pense qu'il est important que si vous faites une commission de travaux, le propriétaire, à côté du conseil syndical, cette commission de travaux, elle n'est pas élue, elle est désignée, j'ai envie de dire. Il faut mettre des gens du bâtiment peut-être. Or, dans notre immeuble, personne n'était dans le bâtiment. Le conseil syndical, il doit être facilitateur. Là, actuellement, j'ai tous les jours des gens qui, peut-être pas tous les jours, mais presque plusieurs fois par semaine, des gens qui m'appellent pour râler sur des points de détail. C'est pas moi qui ai fait les travaux. Donc, je renvoie à la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'œuvre résout les problèmes. Actuellement, on a moins de 5 personnes qui ne sont pas contentes de ce qui a été fait, enfin recensées. Nous avons, avec le syndic Mountain Collection, nous avons sollicité tous les copropriétaires à la fin de la première tranche pour leur demander d'aller dans leur logement, de nous dire s'ils avaient des critiques à faire, etc. Le syndic est très important. On doit avoir un syndic fort pour nous accompagner, puisque nous autres copropriétaires qui venons dans nos résidences secondaires, nous ne sommes pas toujours sur place. Et il faut pour cela que le syndic puisse être un pilier entre la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les copropriétaires. On a quelques problèmes sur les menuiseries. Alors moi, j'en fais partie. Par exemple, un des battants d'une porte qui donne sur le séjour, d'une fenêtre plutôt qui donne sur le séjour, est légèrement envolé. Bon, on a fermé, on a condamné, comme ça les locataires n'ouvriront pas et ne risquent pas d'avoir des soucis pour refermer. Et au printemps prochain, de nouveaux battants seront posés. Il y a eu sur, je crois, un logement, une erreur de mesure, si bien que quand on a voulu poser la fenêtre, on s'est rendu compte que la mesure ne correspondait pas. Mais enfin, sur 300 menuiseries changées, il y a quand même peu de déchets. Voilà. Ensuite, quoi vous dire? Là où nous ne sommes pas très contents, le conseil syndical, c'est sur la VMC. On a passé un contrat donc, avec une entreprise qui est venu pourtant sur place, mais on a eu l'impression qu'il découvrait les atypies logement par logement au fur et à mesure qu'il rentrait pour changer les bouches de VMC. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas eu de travail préparatoire. Ainsi, on se retrouve aujourd'hui avec quasiment une procédure au tribunal. Enfin, j'espère qu'on va réussir à amadouer tout ça, avec environ une petite dizaine de logements. Je vous montrerai une photo, puisque un des logements, c'était le mien. On a eu, voilà, on peut montrer ça. Par exemple, imaginez que dans cette cuisine, la porte de droite, enfin le panneau de droite montait jusqu'au plafond, jusqu'au lambris. On m'a demandé de changer la bouche, de modifier ma cuisine parce que la bouche de VMC était en plafond avec un tube, mais ça ne convenait pas. Il fallait que la bouche de VMC puisse être verticale, pardon, avec une tirette, une petite cordelette. J'ai donc fait appel à un menuisier, mais si je l'avais su plus tôt, je m'en serais occupé plus tôt. Tout s'est fait dans l'urgence. Voilà, donc il a fallu reconstruire les choses. Or, on a actuellement quelques soucis, notamment quelqu'un qui a construit un sauna devant sa bouche de VMC. Donc, et on s'étonne que l'entreprise découvre ça en rentrant dans l'appartement. J'ai l'impression que le travail préparatoire a été bâclé. Voilà. Autre souci, quelques copropriétaires qui avaient de jolis appartements, quand ils sont venus constater le résultat des travaux, se sont trouvés
j'ai envie de dire cambriolés, dans le sens où, manifestement, leur logement avait servi de chambre pour les ouvriers, qui est quand même très loin. Et je pense que pas mal d'ouvriers ont dormi dans les logements, ce qui n'était pas prévu. Moi, j'ai été épargné puisque j'ai rendu mon logement inhabitable, enfin les 2 logements inhabitables. Hein, on avait du fait que j'étais venu qu'il y aurait beaucoup de poussière avec les silos de mon fenêtre. J'avais mis, enfin nous avions avec mon épouse tout stocké. Les lits étaient verticaux, les matelas aussi. Bref, une histoire à dormir debout. Enfin, aujourd'hui, on est confronté à quelques copropriétaires qui sont francs-tireurs ou bloqueurs, demandent des avis d'experts contre la maîtrise d'œuvre. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais ils estiment que les choses n'ont pas été bien faites, que si, que ça, enfin, sur des points de détail, alors que la maîtrise d'œuvre nous dit que non, on est dans les normes de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Donc, c'est les seules choses que je pourrais vous faire remonter. Il ne faut pas croire que c'est un parcours simple, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Vous avez travaillé à partir du moment où vous avez réfléchi. Alors, en fait, quand on a décidé de faire une entreprise de la vallée pour changer les menuiseries, bon, moi, je ne me suis pas impliqué plus que ça. J'étais membre du conseil syndical. On a reçu les devis, les choses en sont restées là. Mais à partir du moment où on a fait l'audit énergétique par ENEOS, qui est obligatoire, et qu'on est revenu après la crise Covid sur la nécessité de faire plus que changer les boiseries et d'aller plus loin, là, je me suis impliqué, ça fait environ 4-5 ans. Les années avant Covid, ça fait 6 ou 7 ans, quoi. Mais véritablement, je dirais 4 ans, dans le sens où après les choses vont assez vite, entre guillemets, puisqu'on passe d'une AG à une autre. On vote dans une AG le fait qu'on va prendre une maîtrise d'œuvre, en l'occurrence, pour faire une approche des scénarios de travaux. Puis l'année d'après, on en discute avec le conseil syndical dans l'année. On a des échanges en visio ou parfois sur place. Puis, une fois que tout est ficelé, on présente ça à l'AG suivante, 1 an. Et la majorité des copropriétaires nous a toujours fait confiance et a dit oh, bon, bah, OK. Alors, il y a eu des discussions sur des points techniques, etc. La maîtrise d'œuvre était présente à l'AG et a pu répondre à chaque fois aux questions. Mais tous ces L'ensemble des copropriétaires sont allés de l'avant. Parce que je pense que ça va être un élément difficile. Écoutez, dans cette AG, il y a eu deux AG qui étaient importantes. C'était l'AG ordinaire d'avril 2024. C'était une AG au cours de laquelle on a dit OK, on vote on engage définitivement la maîtrise d'œuvre pour nous présenter des entreprises. Voilà. Et ensuite, l'AG extraordinaire de fin 2024, où là, il fallait dire voilà, telle entreprise va nous coûter tant, telle entreprise va nous coûter tant. Au total, le budget sera 2. Et là, c'est passé. C'est passé. Je pense que la majorité des gens, comme je vous l'ai dit, étaient persuadés qu'il fallait faire plus que changer quelques bouts de bois, qu'il y avait un problème quand même de chauffage. Ça s'était souvent remis aux discussions au sein des AG. Et en fait, ça n'est pas terminé parce qu'une fois qu'on aura fait cette rénovation énergétique, on va devoir demander à IDEX de revoir si nous ne sommes pas satisfaits de la répartition du chauffage. Aujourd'hui, ceux qui sont au centre du bâtiment sont surchauffés, ceux qui sont au bord, comme vous le disiez, ont moins de température. Et donc, peut-être faudra-t-il faire un zonage plus détaillé. Pour l'instant, on a 2 zonages, sud, nord, à partir du couloir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je n'en ai pas parlé, mais il y aura peut-être une 4e tranche, parce que encore la semaine dernière, il y a une conduite d'eau chaude sanitaire qui a claqué. 1983, tubulure en acier galvanisé,
J'ai des contacts dans d'autres stations comme à Val Thorens. Ces conduites claquent. Et on a parfois des inondations très importantes. Donc, on va se poser le problème, comme dans d'autres immeubles de Tignes, de revoir toutes les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide sanitaire. Merci beaucoup, monsieur. Il y a une question après Je ferai une remarque, moi. Pour éviter les ennuis que vous avez eus, nous, on a fait passer un huissier dans chaque appartement avant travaux. On l'a fait. Oui, ça coûte pas très cher. Ça, je l'aurais pu. Donc, on l'a fait. Effectivement, l'information est passée. Le syndic nous a dit, ainsi que la maîtrise d'œuvre, vous pouvez faire passer un huissier, etc. Donc, on a fait. Mais je crois que c'est quelque chose qui est passé au-dessus des têtes de tout le monde, y compris de la mienne. Et si quelqu'un réclame, on fait intervenir l'huissier. Absolument. Et je crois que c'est Deuxième chose, c'est pour une l'acceptation. L'acceptation, Marie était venue présenter à l'AG nos scénarios. Et c'était elle qui avait fait le document. Oui, juste une question, c'est un bout de notre job. Je dit tout à l'heure que vous étiez à l'électrique. C'est un électrique collectif. Oui, comme je l'ai dit, il y a une partie collective, ce sont des trames qui sont dans les sols, dans les planchers chauffants, avec 2 sondes extérieures, dont une d'ailleurs avait été abîmée pendant les travaux, pas remise en place par l'entreprise. Donc vous voyez, il y a des petites choses comme ça qu'il faut surveiller. Et avec le fait qu'on compte, je pense que beaucoup de propriétaires comptent là-dessus. Et n'allument pas toujours leur radiateur. Et quand ils les allument, ce sont de mauvais radiateurs, c'est-à-dire sont des grilles. Entre 75 et 100 euros, c'est droit. Comment? Complément individuel. Complément individuel. On sauve à 15 et on monte à 19, ceux qui veulent. On va faire 2 choses en simultané si vous je vais parler. Une question là-bas. Ouais, je vais vous donner la parole juste après. Je vais juste donner les consignes pour la caméra thermique qu'on propose et ceux qui voudront pourront tout à fait continuer de poser leurs questions à Monsieur Boulesté en même temps. Moi, je vais mettre sur la table là-bas. La caméra thermique qu'on propose, donc la mairie de Tignes dispose d'une caméra thermique. Nous vous proposons de vous accompagner dans vos copropriétés avec cette caméra thermique sur un créneau de 1 heure pour visualiser ce qu'a présenté Noémie en début de conférence. Les conditions pour faire pour avoir ce créneau de 1 heure, c'est qu'il y a un minimum de propriétaires. On n'est pas assez nombreux dans l'équipe pour faire appartement par appartement et se déplacer pour 1 ou 2 copropriétaires. Donc, cette caméra thermique, on se déplacera s'il y a un minimum de 5 propriétaires présents et on ne fera pas de rapport après. On vous enverra les photos, mais il n'y aura pas de rapport technique. On se déplace, on sensibilise sur place, donc on profite de 1 heure avec les copropriétaires et ensuite on passe à une autre copropriété. Mais donc il n'y aura pas de rapport technique. Là, on propose 9 créneaux. S'il y a plus de copropriétés qui souhaitent s'inscrire, on mettra une liste d'attente et on vous enverra un message, on vous proposera d'autres créneaux. Donc le but, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui sont en visio, vous pouvez mettre dans la conversation le créneau qui vous intéresse. S'il est encore disponible, on vous le donne. S'il n'est pas disponible, on vous proposera un autre créneau. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même un peu de logistique à faire dans la copropriété pour que vous soyez plusieurs. Si on se déplace pour 2, ça ne vaut vraiment pas le coup pour nous. Donc, je me mets sur la table là-bas. Venez, mais encore une fois, il y aura de la place pour tout le monde.